Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la parole comme source de confusion mentale. Selon le psychologue Joost Meerloo, chargé de soigner les combattants néerlandais torturés par les nazis, pour briser l'esprit des hommes, il faut d'abord engendrer un chaos mental et une confusion verbale. En effet, la manipulation psychologique est fondée sur une maîtrise du langage. Le langage influence, voire façonne nos pensées et est donc un outil essentiel pour transformer l'individu, nécessaire pour ensuite modifier son comportement, d'après le psychologue Kurt Lewin, qui était un des grands noms de l'Institut Tavistock de Londres, ainsi qu'associé à de nombreux think tanks, dont la Rand Corporation. Les propos de la victime, en particulier ses plaintes, du moins dans un premier temps où elle est encore suffisamment lucide et ose les exprimer, sont déviés dans un discours où elle devient emprisonnée. Un discours qui remet en cause sa perception de la réalité extérieure ainsi que de sa réalité intérieure. Il y a prétention de savoir mieux qu'elle ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait. Tu es trop sensible. Tu ne sais pas apprécier une blague. Tu imagines des choses. Je ne suis pas ton psy, tu devrais consulter. Or, personne n'est dans son esprit. Seule elle peut savoir tout ça. Personne ne peut définir un autre. Il s'agit là, d'après la psychologue Patricia Evans, de violence verbale. Les paroles restent souvent floues, sans nécessairement devenir mensongères. Notamment dans des discours politiques où, dans un premier temps, chacun se reconnaît. Puis, si ultérieurement quelqu'un vient à objecter « mais vous aviez dit », il est alors facile de nier. Ainsi, de nombreuses promesses ne sont pas tenues. Or, comme on l'a vu dans une autre vidéo, l'expectative d'une récompense, plutôt que la récompense en elle-même, crée la fidélité. D'ailleurs, d'après le psychologue Patrick Carne, les relations qui tendent à exploiter autrui sont des relations de trahison. Ou alors, une chose peut être dite un jour et son contraire un autre, menant la victime à se demander si elle ne s'imagine pas des choses. Par exemple, concernant le port de masque, ou dans une relation d'ordre pathologique, des propos tenus peuvent plus tard être niés. Plus la victime doute d'elle-même, plus elle se sent coupable. Une culpabilité maintenue par l'inversion accusatoire, où c'est elle qui se voit accusée de manipulation, et comme le montre l'un des exemples précédents, d'avoir, elle, des problèmes psychologiques graves. Même lorsque la violence est reconnue, notamment la rage exprimée, elle se voit accusée de l'avoir provoquée et de ne laisser aucune alternative. On peut même lui expliquer que c'est par amour pour son propre bien. Beaucoup ont été convaincus que des confinements stricts en France étaient nécessaires car des populations latines indisciplinées le méritaient et que c'était donc pour leur protection, alors que leurs voisins nordiques pouvaient, eux, être laissés libres de leurs mouvements. Il s'agit aussi là d'un exemple de ce qu'on appelle un faux binaire, qui laisse croire qu'il n'y a que deux choix possibles lorsqu'il y en a bien d'autres. Le débat se focalise alors sur ces deux choix et la supposition sur laquelle ils sont tous les deux basés
passe inaperçue et prend dans les esprits la qualité de vérité et donc devient indiscutable. Cette forme de manipulation est particulièrement efficace car elle affecte la minorité dissidente ainsi que la majorité. Chacun refusant l'un des choix virulemment et donc acceptant l'autre comme inévitable. En l'occurrence, confinement ou mesures moins coercitives suppose qu'il y a une raison pour cela, mais le débat ne porte pas sur la survenue ou non d'une pandémie contagieuse. Sa survenue devient considérée comme un fait. Autre exemple, espèce ou carte présuppose que le concept de l'argent ne peut pas être remis en question. Ou encore la gauche ou la droite suppose que les élections sont un fondement des démocraties, alors que ce n'est pas du tout le cas, comme le montre toute étude historique de démocraties anciennes. Durant et après les élections, le débat se focalise alors sur le décompte des voix. On attire rarement l'attention du public sur le fait que les résultats reflètent généralement la procédure utilisée plutôt que le souhait des citoyens, alors que ce problème est connu depuis le XVIIIe siècle, qu'il ait été montré formellement par Kenneth Arrow, prix Nobel d'économie en 1972, les travaux récents du mathématicien Don Sari impliquant qu'avec toutes les méthodes, on doit s'attendre à des paradoxes. À cela s'ajoutent des questions répétées sans relâche, prétendant que vous avez fait le contraire de ce que vous pensiez avoir fait. C'est le cas dans les interrogatoires de prisonniers de guerre ou politiques dans des dictatures, où le but est de les faire confesser de faux crimes. Mais ça peut aussi être le cas dans le cadre privé. À chaque fois que vous dites « mais je n'ai pas fait ça », bien au contraire, ça continue inlassablement. Réponds à ma question, réponds à ma question, et tout cela intercoupé de questions anodines sans aucun lien. Au fait, tu as mangé quoi à midi ? Pour simplement faire cesser, vous répondez et par implication, vous acceptez. Au final, vous commencez à douter de vos intentions et actions. La confusion se crée dans votre esprit sur votre identité même. On peut alors vous imposer une nouvelle identité, ce qui est nécessaire d'après Lewin ainsi que nous l'avons déjà vu. L'identité se construit par la mémoire. Et donc, en créant un narratif du passé, on impose l'identité désirée. Par exemple, le narratif de la peste bubonique du XIVe siècle, selon lequel elle a été répandue par des rats et des poux, a généré une terreur de pandémie contagieuse. Or, la peur impacte la capacité de réflexion et le comportement. Ainsi, en 1918, des populations entières, notamment aux États-Unis, ont accepté des mesures coercitives inédites, port de masques, quarantaine, vaccination, à la suite de ce qu'on a appelé la grippe espagnole. Elle a certes tué un tiers de la population mondiale, mais quelle en était la cause ? Toutes les expériences scientifiques pour la transférer de manière naturelle d'un individu à un autre se sont soldées par un échec. Citons le rapport du docteur Milton Rosenau, qui faisait partie de l'équipe de médecins des services américains de santé publique. Aucun des volontaires n'est tombé malade de cette manière. Malgré cela, il est resté convaincu qu'elle se propageait par contact humain. Aucune autre cause possible
notamment électromagnétique ou vaccinale, n'a fait l'objet d'études systématiques. On voit la même réaction parmi les médecins durant un épisode de peste en 1900 en Inde. Toutes leurs observations leur ont montré qu'il était plutôt difficile de répandre l'infection, ce qui explique pourquoi seulement 3% de la population était affectée. Et pourtant, ils ont conclu qu'elle était hautement contagieuse. La question qui se pose est pourquoi? Serait-ce en raison de la terreur engendrée dans l'imaginaire collectif par le narratif de la peste du XIVe siècle? Seulement de très rares personnes ont fait remarquer que la rapidité de la propagation implique des hordes de rats infectés se déplaçant à une vitesse alarmante et qui, pour maintenir leur vitesse, ont dû traverser des étendues d'eau, notamment la Manche, à bord de navires rapides. Ou que les écrits de l'époque ne contiennent pas de description de rats morts gisant partout, mais qu'ils contiennent des descriptions inhabituelles de comètes et de tremblements de terre. Plus récemment, des études scientifiques menées indépendamment par des chercheurs de divers domaines, en particulier Marc Bailly et son équipe, ont trouvé des preuves objectives dans les cernes d'arbres et dans la glace qui pointent vers cette hypothèse de tremblement de terre engendré par l'impact de comètes qui auraient émis des gaz nocifs. Pourquoi son livre sur le sujet publié en 2006 n'a-t-il pas reçu un plus grand écho? Pourquoi n'a-t-on pas alors financé une grande collaboration internationale pour étudier plus à fond la question? Pourquoi se retient-on toujours au narratif classique? Quoi qu'il en soit, on voit là la construction d'une fiction qui vient à remplacer la réalité. Ce processus est soutenu par la modification du sens des mots. Par exemple, récemment, le Cambridge English Dictionary a changé sa définition du mot « femme ». Il s'agit maintenant de tout adulte qui vit et s'identifie comme une femelle, même si né comme un sexe différent. Ce concept s'éloigne ainsi de sa base biologique, c'est-à-dire de la réalité physique, et se rapproche du virtuel, c'est-à-dire de la fiction, en outrepassant les caractéristiques physiques. Ou alors les mots sont vidés de leur sens, comme par exemple avec le mot « démocratie ». C'est aussi le cas dans le contexte de relations pathologiques d'ordre privé, où les mots deviennent dépourvus de tout contenu émotionnel intime. Voici ce qu'a écrit George Orwell à propos du novlangue, la langue fictive de l'État totalitaire dans son roman 1984. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Or, penser clairement est un premier pas vers la régénération politique. Citons Hannah Arendt dans le contexte du totalitarisme. Tout l'art consiste à utiliser et en même temps à transcender les éléments du réel, d'expériences vérifiables empruntées à la fiction choisie, puis à les généraliser pour les rendre définitivement inaccessibles à tout contrôle de l'expérience individuelle. Grâce à de telles généralisations, la propagande totalitaire établit un monde capable de concurrencer le monde réel,
dont le principal désavantage est de ne pas être logique, cohérent et organisé. La cohérence de la fiction et la rigueur de l'organisation permettent finalement à la généralisation de survivre alors que sont anéantis les mensonges plus spécifiques. Il ne reste que la forme dénuée de fond. Mais ça va plus loin. En juxtaposant des mots contraires, on crée la dissonance cognitive, c'est-à-dire des pensées contradictoires auxquelles on tente de se retenir en même temps, ce qui accroît la confusion de l'esprit, voire paralyse. Par exemple, la guerre, c'est la paix du novlangue. Ou encore, je suis exceptionnel, tout le monde est exceptionnel. Phrase typique du narcissisme pathologique où règne le second ordre et les jeux de mots. Cette dissonance cognitive s'ensuit aussi lorsqu'un texte est accompagné d'une image impliquant le contraire. L'image, dont l'impact est plus important que les mots, renforce la perception voulue du passé, mais aussi du présent et de l'avenir. Par exemple, des films mettant en scène des soignants en combinaison asthma. En forçant à regarder les images encore et encore, jour après jour, à la maison, au travail, dans la rue, à la télévision, sur Internet, on crée la réalité. Et cela d'autant plus avec les techniques actuelles de modification d'images ou de création d'images réelles se déplaçant dans les airs. Le cerveau ne peut que difficilement distinguer entre l'image, c'est-à-dire l'imaginaire, et la réalité, les mêmes réseaux neuronaux étant activés. Et donc, lorsque la fiction devient réalité, on l'accepte comme normale, par exemple comme à la suite de films et de jeux vidéo où l'extrême violence est devenue la norme. L'image influence le comportement. Elle fait devenir réalité ce qui n'était que fiction dans un climat où la confusion créée est déjà suffisamment grande. Autre exemple, des photos de 1918 ou plus récentes de gens masqués, c'est-à-dire dont le nez et la bouche sont emprisonnés, contribuent à l'obéissance. Or, d'après le psychologue et penseur Erich Fromm, non seulement la capacité de désobéir est la condition de la liberté, mais la liberté est aussi la condition de la désobéissance. Ces exemples, pour reprendre les propos du philosophe John McMurtry, ne sont qu'une violation de normes acceptées de longue date, présentées comme un fait accompli. Merci.